Ce n'est pas n'importe quel épisode d'Hunter x Hunter 1999 versus 2011. Comme d'habitude, vous allez découvrir des différences et ajouts de l'ancienne adaptation. Votre vision pourrait bien changer en voyant certaines scènes choquantes. Mais surtout, la brigade fantôme passe à l'action et elle n'est pas la seule. Kurapika suit un plan bien précis. Oui, nous allons comparer son entraînement, son pouvoir ainsi que son combat. Enfin voyons le combat Kurapika versus Uvogin. Et ce n'est pas tout. En plus de la brigade fantôme et de Kurapika, on braquera les projecteurs sur Gon, Killua, Leolio, Hisoka et bien d'autres. Vous avez uniquement regardé l'anime de 2011, alors vous allez découvrir ce que vous n'avez jamais observé. Installez-vous confortablement, épisode 5, le début du croustillant de l'arc Yorkshire City. Replaçons un peu le contexte. On s'était arrêté en plein cœur de l'arc Yorkshire City. Kurapika est désormais garde du corps, ils doivent voler 3 objets pour Mademoiselle Néon, dont les yeux écarlates du clan Kuruta, mort autrefois. Mais c'est qu'un tremplin pour ce dernier, son but est tout autre. Exterminer les membres de la brigade fantôme afin de venger les siens. Globalement, j'avais fait exprès de rester flou sur certains aspects, et d'expliquer quelques passages tels qu'ils sont, sans prendre en compte la suite. Mais nous aurons quasiment toutes les réponses dans cette vidéo. Cela étant fait, commençons par l'anime de 2011. Darzon donne la prochaine étape. Aux enchères, ils doivent absolument récupérer 3 objets. La momie complète de la reine Kuluko, le mouchoir utilisé par l'acteur Somri Marsh, avec son certificat ADN, et les yeux du clan Kuruta, alias les yeux écarlates. Kurapika commence à perdre le contrôle, ce que remarque Senritsu. Enfin, Darzon dévoile qu'ils ont appris que les enchères allaient être la cible d'une attaque. Kurapika est certain que la brigade fantôme sera présente. Dans l'anime de 1999, quand Darzon cite les 3 objets, la momie complète de la reine Kuluko possède de longs cheveux blonds. Me demandez pas pourquoi. Les yeux écarlates sont également dans 2 incubateurs. Nous ne voyons pas Kurapika perdre le contrôle entre guillemets, mais nous entendons son cœur s'accélérer. Que vous soyez chez vous, pas chez vous, ou même dans un dirigeable, pourquoi pas, j'aperçois un autre dirigeable, il vous demande de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes tellement à vous régaler sur ce format ou mes vidéos en général sans vous abonner, allez s'il vous plaît. Et bien entendu le très précieux boost qui est lui aussi gratuit mais qui soutient tellement la chaîne. Merci à celles et ceux qui le feront, reprenons. En 2011, les enchères s'apprêtent à débuter. Ce soir, la momie de la reine Kuluko sera mise à prix. Darzon explique le plan et répartit les rôles. Basho et Listen surveilleront l'entrée de derrière. Kurapika et Senritsu surveilleront l'entrée principale. Darzon et Sukiwara protégeront Mademoiselle Néon. Et enfin, Ivlenkov, Shashmono et VZ devront acquérir la momie, parce que les acheteurs ne peuvent entrer que par groupe de 3. Voici le règlement et les règles des plus grandes enchères au monde. Armes, appareils de communication ou d'enregistrement, tous sont interdits. La sécurité est solide, encadrée par les organisateurs des enchères. Quelqu'un dérape, bonne chance avec la mafia du monde entier sur le dos. Dans la salle des ventes, tout est basé sur la confiance. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune caméra de surveillance. La règle, c'est que chacun mette ses différends de côté durant les enchères. Ils ne doivent pas chercher les ennuis inutilement, donner bonne impression, parler qu'entre eux et être attentifs, car leur témoignage est tout ce qu'ils auront. Pour une fois, en dehors de la mise en scène, j'ai rien à redire concernant l'anime de 1999. Pour rappel, Gon et Killua sont également à Yorkshire City. Ils cherchent de l'argent dans l'espoir d'avoir Grid Island, mais surtout en savoir plus sur Jingfrix, le père de Gon. Dans l'adaptation de 2011, on retrouve Gon et Killua dans un énorme marché de Yorkshire City. Tandis que Gon pense qu'ils sont à l'endroit des enchères, Killua explique que ce n'est pas le bon lieu. Ces dernières se tiennent à la Yorkshire Dream Auction. Seulement une fois par an, les enchères de Yorkshire City durent 10 jours. Pendant que Killua parle, Gon regarde un stand de console. Killua poursuit en disant qu'un objet acheté 10 000 génisses un jour peut se vendre 100 millions de génisses le lendemain. J'ai déjà mentionné cette phrase lors de l'épisode précédent. Dans un ajout de la version 1999, VZ avait dit exactement la même chose. VZ et Killua parlent aussi du fait que l'on peut retrouver des objets illégaux. Dans l'adaptation de 1999, tout le monde remarque Gon. Killua essaie de faire en sorte qu'il parle moins fort. Gon ne tient plus en place, voulant voir tous les stands. Killua lui rappelle qu'il faut trouver 8 milliards de génisses avant le début des enchères. Gon le taquine, disant que Killua n'a pas gagné un seul génisse et que vouloir tout gagner d'un coup n'est pas bien. Killua s'énerve et renvoie la balle à Gon, qui n'a gagné que 15 000 génisses en 2 semaines. Fier de lui, Killua dit qu'il avait 200 millions et 600 000 génisses. Gon termine en soulignant qu'il est désormais à 0 et que lui au moins n'a pas tout perdu. Il ne manque pas de lui rappeler que Killua est le perdant du pari, le filler précédent vu dans la dernière vidéo, et qu'il devra faire ce qu'il veut. Dans la version 2011, Killua demande si Kurapika et Leolio viendront. Gon en est sûr car c'était leur promesse. Killua regarde sur son téléphone s'ils n'ont pas tenté de l'appeler, puis dit à Gon d'acheter un portable comme n'importe quel hunter. Ils vont devant un stand spécialisé, le vendeur en conseille un. Un homme sort de nulle part et déconseille ce modèle. Leolio indique qu'il ne fonctionne pas dans tous les pays et qu'il n'est pas étanche. Ce dialogue signe la retrouvaille tant attendue. Le vendeur est muet, Leolio conseille le Beetle 07. Plus lourd et plus cher au
ok, mais au moins il marche partout et peut traduire plus de 200 langues. Gon l'achète, Killua change le sien également. Le vendeur annonce que ça fera 400 000 génisses, Léolio crie au vol et nous changeons de scène. Gon remercie Léolio qui est parvenu à les avoir pour 231 600 génisses. Un prix raisonnable selon lui, Killua explique que les gens ont applaudi Léolio. Ce dernier dit que c'est quand le vendeur commence à partir que la vente commence. Il rigole à gorge déployée. Dans la version 1999, déjà petit comparatif vestimentaire, Gon sait que Kurapika travaille, l'apprenant à Killua au passage. Gon veut prendre le premier téléphone avant que Léolio le coupe. Tous les deux affichent un grand sourire, Killua écorche son prénom comme à l'ancienne. Le téléphone est beaucoup plus cher, on voit même la prestation des Léolio qui ne lâche rien face au vendeur. Dans la nouvelle adaptation, tous les trois font une pause burger. Léolio demande s'ils ont évolué, ainsi il apprend qu'ils ont atteint le 200e étage de la tour céleste et que Gon a rendu le badge d'Hisoka. À son tour, Gon lui demande s'il a appris le nen. Tout fier, Léolio répond que oui, il est capable de garder son énergie vitale autour de son corps. Killua s'en doutait, Gon apprend à Léolio qu'il ne s'agit que du ten, l'un des 4 grands principes du nen. Léolio n'en revient pas. Dans l'ancienne version, cette scène est juste après la négociation. On s'arrête sur Léolio qui dit maîtriser le nen, le reste de la conversation est absente. En fait, c'est comme dans le manga. En 2011, les 3 protagonistes parlent dans un hôtel. Gon et Killua expliquent ce qu'est Grid Island et pourquoi ils veulent l'acquérir aux enchères. Léolio ne saisit pas tout, il dévoile ensuite le prix de Grid Island qui sera au minimum de 8 milliards et 800 millions de génisses. Quant à Gon et Killua, ils n'ont plus que 5 millions de génisses. Léolio explique que Southern Peace, lieu où se tiennent les enchères de Yorkshire City, est l'hôtel de vente le plus prestigieux. Ils n'ont même pas assez pour payer le droit d'entrée. Gon explique que sur le site Hunter, le niveau d'acquisition du jeu est bas, car ils n'ont besoin que d'argent pour l'avoir. Killua réagit en disant qu'un objet obtenable qu'avec de l'argent, ce n'est pas un vrai trésor. S'en emparer facilement, c'est pas digne d'un Hunter Pro. Gon et Léolio allument le PC dans l'espoir d'avoir beaucoup d'argent. Killua pense que Léolio est naïf et donc que son naine doit être de type renforcement tout comme Gon. Il découvre ce qu'est un troc, Léolio trouve ça intéressant. En 1999, la sucette de Killua change de couleur. Je sais, ça c'est du détail. Par contre, vraie comparaison, la tenue de Léolio au début de l'arc Yorkshire City. Celui qui parle du niveau de difficulté n'est pas Gon mais Killua. L'ordinateur est différent à l'image de la version de 1999 finalement. Nous avons un petit bout en plus, Léolio dit que grâce à ça, ils vont pouvoir participer aux enchères. Je vous cale un extrait de Léolio qui se venge de Killua. Dans la version 2011, l'idée de Léolio débute. À la clé, un diamant d'une valeur de 3 millions de génisses et son certificat d'authenticité. La condition pour le gagner? Vaincre Gon ou bras de fer. Enfin, chaque participation coûte 10 000 génisses. Une foule est prête à l'affronter. Gon se rappelle les instructions de Léolio, il doit adapter sa force à celle de son adversaire, de temps en temps, il doit faire semblant d'en baver. Le premier random est sûr de lui. Gon fait style de galérer puis gagne. Killua trouve un problème, avec 10 000 génisses par participation, il faudra gagner plus de 889 000 fois. La nuit tombe, Gon est à 150 victoires. Il est gêné de les berner comme ça, avoir de l'argent si facilement lui donne des sueurs froides. Une femme s'approche, Gon ignore qui elle est. Alors que nous, on sait. Shizuku, un membre de la brigade fantôme. Elle salue Gon, qui fait de même. En prenant la main du protagoniste, son naine est visible. Pour la première fois, Gon est réellement en difficulté. Ça dure longtemps, mais Gon termine par gagner. Shizuku remercie Gon avant de partir. Gon et Killua se demandent qui est cette fille, suggérant la championne du monde de bras de fer. Shizuku rejoint Phaeton et Franklin. Grâce à eux, nous apprenons que son bras dominant est le gauche. Lors du bras de fer, c'était le droit qu'elle utilisait. Donc elle s'est laissée vaincre volontairement. Shizuku veut réessayer, mais Phaeton et Franklin disent qu'ils ont du travail. Franklin précise qu'ils ne sont pas là pour s'enrichir ou acheter, mais voler. Ce sont des voleurs, alors ils prennent ce qu'ils veulent. Dans une montgolfière, on retrouve une bonne partie de la brigade fantôme. Machi, Shizuku, Uvojin, Nobunaga, Phaeton, Franklin et Charnalk. Dans un bâtiment délabré, Hisoka tient une carte Joker, puis regarde Kulolo. Pakunoda, Bonorenov, Kulotopie et Finks attendent également. Hisoka sourit. Dans la version 1999, la scène du bras de fer est similaire. Gon flex lorsqu'il gagne. On aperçoit 2 affiches de l'événement qui sont vandalisées lorsque la nuit tombe. La chorégraphie du bras de fer entre Shizuku et Gon est identique, tout comme le nen. Le seul ajout est la table qui commence à casser. Lorsqu'elle rejoint son groupe, rien de notable. La scène de la montgolfière est absente car c'est un ajout de la version 2011. Dans le bâtiment délabré, on retrouve uniquement Kulolo, Pakunoda et Kulotopie. Kulolo lit de nouveau un livre. L'ajout d'une pause déjeuner et une mise au point sur leur argent est également présent. Mais on va pas s'y arrêter. C'est l'unique fois que je vais faire ça dans cette vidéo, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Tout simplement parce qu'il y a plus intéressant qui nous attend. Et vous savez de quoi je parle. Voyons comment Darzon s'en sort dans l'adaptation de 2011. Bah il l'avait dit hein, Mademoiselle Néon veut absolument allier aux enchères. Et sans vraie excuse, elle est
incontrôlable. Heureusement, à force de pleurer, elle tombe d'épuisement le soir. Mais qu'est-ce que ça va être à son réveil? Surtout qu'au-delà de vouloir les 3 objets, elle souhaite les acquérir elle-même. Et bien sûr, ce n'est pas possible. Le père de Néon, qui est au téléphone avec Darzon, dit changer de plan et venir sur place. Rien de spécial dans l'adaptation de 1999, si ce n'est la mise en scène qui diffère. Dans l'adaptation de 2011, la mission débute. Darzon appelle le groupe de Kurapika, qui n'ont rien à signaler pour le moment. Senritsu surveille l'entrée principale des enchères. Elle admire l'organisation, puis remarque que dans un rayon de 500 mètres, seules les forces de sécurité de la communauté sont autorisées. Pour la première fois, Kurapika discute sérieusement avec Senritsu. Pour rappel, la version de 1999 a ajouté full filler concernant Kurapika et Senritsu. Cette dernière tentait de tenir une conversation en vain. Kurapika essaie toujours de savoir si la brigade fantôme va venir. Senritsu remarque la mélodie de son cœur, expliquant qu'elle est identique à l'autre fois. Elle révèle l'avoir croisée à la sortie de l'agence Hunter. Son cœur joue une mélodie d'une terrible colère. Senritsu pose une question à Kurapika. Que représentent les yeux écarlates pour lui? Lorsque Kurapika demande pourquoi elle veut savoir ça, Senritsu répond que c'est par simple curiosité. En voyant la carte électronique, les battements de son cœur étaient terrifiants. Un mot pour y décrire, colère. Kurapika conclut qu'il est inutile de mentir à Senritsu. Il lui explique ce qu'on sait. Il appartient au clan Kuruta, leurs yeux sont généralement marrons mais ils deviennent rouges écarlates sous le coup de l'émotion. Il porte des lentilles de contact noires pour ne pas être repéré, et Kurapika cherche à récupérer les yeux de son clan afin de les leur rendre. Il est prêt à tout pour réussir son objectif. Kurapika demande à Senritsu si elle va en parler à Darzon. Elle répond que non car elle ne veut pas mourir. Grâce à la mélodie du cœur de Kurapika, elle sait tout. Lors de son explication, Kurapika dégageait à la fois un calme, à la fois une musique glaciale, soit la mélodie d'une personne prête au sacrifice pour atteindre son but. Elle indique que Kurapika est prête à la tuer si nécessaire, même à contre-cœur. À son tour, Kurapika demande pourquoi Senritsu fait ce travail. Cette dernière dit qu'elle peut mentir, Kurapika répond qu'il le sera en la regardant. Voici ce qu'on apprend. Senritsu est un hunter pro, plus précisément un hunter musique. Elle cherche une partition. Kurapika voit qu'elle ne ment pas, mais qu'elle cache l'essentiel. Senritsu valide son analyse et poursuit. Elle est à la recherche de la sonate des ténèbres. Un solo dont on dit que le diable en personne l'a composé. Il existe 4 versions pour piano, flûte, harpe ou violon. Si quelqu'un la joue ou l'écoute, un terrible désastre se produit. Kurapika lui demande si ce n'est pas une légende urbaine. La réponse de Senritsu supprime son doute. Elle dévoile son bras, expliquant avoir écouté la version jouée à la flûte. Voilà ce qui lui est arrivé après un seul couplet. Son ami qui l'interprétait en est mort. L'entièreté de son corps est devenue comme ça. Ce dernier avait reçu le couplet par une connaissance, à condition de ne jamais le jouer. En contrepartie de la transformation de Senritsu, elle acquit ce don. Bien qu'elle aimerait retrouver son corps d'origine, elle ne veut pas que d'autres personnes connaissent le même sort. Son objectif est donc de retrouver la partition et la faire disparaître à jamais. Enfin, elle exerce ce travail car pour elle, combattre le mal par le mal est la meilleure option. Elle s'arrête de parler car les enchères s'apprêtent à commencer. Comparons cette partie avec l'anime de 1999. Concernant l'explication de Kurapika, rien d'exceptionnel. Les plans sont différents mais son discours est identique. Concernant celle de Senritsu, là j'ai à dire. Quand elle montre son bras, on nous cache pas la scène. Par contre, quand elle explique ce qu'est la sonate des ténèbres, on voit un bras poilu écrire la partition, supposé être le diable. Puis cette image apparaît. Pour le coup, l'illustration de l'anime de 2011 est fidèle au manga. Dans la version 2011, on retourne au bâtiment abandonné. Pas qu'une Oda dit que c'est l'heure, les autres membres sont silencieux. Hisoka sourit, puis Kulolo continue de lire son livre. Le narrateur annonce que la brigade fantôme passe à l'action. Nous y sommes. Cette scène est un ajout soit dit en passant. À l'intérieur du lieu emblématique, on retrouve Vézé, Shashimono et Ivlenkov. Ce dernier dit que la plupart sont des hommes importants et que certains parrains se sont déplacés. Vézé trouve ça étonnant car il pouvait très bien envoyer des pions. Shashimono explique qu'au-delà des enchères, c'est aussi une question d'honneur. Il ajoute que la communauté prend une commission de 5% sur les grosses ventes. En payant cette taxe, ils affichent leur pouvoir financier et prennent en popularité. Dans la version 1999, Vézé, Shashimono et Ivlenkov sont dans un endroit différent. Ivlenkov dit que quelque chose ne va pas et que personne ne l'a remarqué. Les 4 mafieux non plus, dont l'avenir a été prédit par Mademoiselle Néon, le fameux poème. Darzon regarde Yorkshire City en repensant au poème de Néon, au passage qui dit qu'il ne faut pas prendre les escaliers. C'est pile ce que fait le groupe de Vézé. En 2011, les enchères de Yorkshire City débutent. Tous sont dans la salle principale. Sur scène, 2 hommes prennent place. 2 membres de la brigade fantôme, Phaeton et Franklin. Mais ça, les participants l'ignorent. Phaeton souhaite la bienvenue au public mais ne poursuit pas son discours, trouvant cela inutile. Franklin lève le bras, son aura est visible. Chaque doigt laisse apparaître une arme, Phaeton se bouche les oreilles et Franklin mitraille la foule sans aucune pitié. Cette attaque nommée double machine gun transforme la salle aux enchères en véritable bain de sang. Shashimono protège Vézé et Listen, dévoilant le nom de son attaque précédemment utilisée pour recruter les nouveaux gardes du corps, Eleven, Black Children. Malheureusement, tous se font déchiqueter par Franklin. Shashimono réalise que c'est des balles de naine et que Franklin est lui aussi de type émission. Le corps de Shashimono est mitraillé alors qu'il demande aux autres de fuir, une balle transperce son crâne, un mort. Vézé et Ivlenkov
Ivlenkov parviennent à fuir la salle. Ivlenkov appelle Darzon et demande à VZ de partir devant. Hélas, Shizuku l'assomme avec son aspirateur. Deuxième mort. Son arme est terrifiante, VZ prend la fuite. En slow motion, VZ jette ses talons. Shizuku saute directement sur VZ et assomme encore une fois son adversaire. L'équipe de Darzon compte désormais 3 morts. Shizuku pousse la porte, on découvre tous les morts. Franklin dit que c'est à Shizuku de jouer. Elle utilise son aspirateur nommé Blinky et lui ordonne d'aspirer les corps, le sang, tout objet appartenant aux victimes ainsi que les chaises. C'est alors qu'elle commence son travail. Quand tout à coup, un survivant annonce qu'ils sont déjà morts car ils auront affaire aux mafieux. Ils vont épargner personne dont leur famille. Une aura blanche entoure Feitan, ses mains deviennent aiguisées. Il décapite son opposant, ajoutant qu'il ignore ce qu'est une famille. Shizuku l'aspire sans perdre de temps. En 99, la salle est plus sombre. Celui qui dit « mourrez tous » n'est pas Franklin, mais Feitan. Au début, l'action est rapide. Ensuite, on nous offre quelques plans. Pendant que Franklin tire, Darzon perçoit le danger à distance. La technique de Hashimono est à peine visible. Il meurt de la même façon. Mais ce n'est pas tout, on voit un ajout plutôt surprenant. Ivlenkov dévoile son haine et lance 2 chaises qu'il transforme pour attaquer Franklin. Ce dernier change de cible pour les éliminer. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Avant cette scène, nous avons l'arrivée de Shizuku, Charnalk et Uvogin. Des Mercedes de la mafia roulent, un utilitaire barre la route. Shizuku est la conductrice, Charnalk et Uvogin sortent par la portière arrière et massacrent des randoms. La suite est similaire, Ivlenkov meurt par Shizuku. VZ tente de fuir, la scène est ralentie comme en 2011 et son sort est scellé. Cependant, elle enlève aucun talon et la scène s'arrête brusquement au coup d'aspirateur. Elle rejoint ensuite Feitan et Franklin. Feitan ne montre aucune attaque car c'est Franklin qui achève le survivant. Je vais mettre les points sur les i. L'attaque d'Ivlenkov, c'est un ajout de la version 1999. Dans le manga, c'est bien Franklin qui termine le random, tandis que l'attaque de Feitan est un ajout de la version 2011. En parlant d'elle, Senritsu entend les agitations dans le bâtiment. Kurapika confirme qu'il s'est passé quelque chose, voyant un groupe de la mafia courir vers l'entrée. Senritsu contacte Darzon, qui s'occupe d'appeler le groupe de VZ. Sur place, les mafieux découvrent que la salle est vide, un sous-sol vide aussi, et tous les objets du jour dérobés. Voici ce que constatent Kurapika et Senritsu. La panique s'accélère, les mafieux préviennent toutes les organisations. Darzon dit vouloir capturer les voleurs d'eux-mêmes et donne rendez-vous dans un parc proche de Kurapika et Senritsu. Il ordonne ensuite à Sukiwara de laisser 5 chiens ici au cas où et aux filles de surveiller Mademoiselle Néon. Dans l'anime de 1999, uniquement Kurapika remarque que quelque chose cloche. Encore une fois, nous avons droit à un petit filler. Kurapika et Senritsu sont au milieu des mafieux. Darzon pense que Hashimono et compagnie ont dû laisser un indice et demande à Kurapika et Senritsu de le trouver. Kurapika utilise Dowsing Shen et trouve en effet un indice. Une boucle d'oreille ensanglantée appartenant à VZ. En apprenant ça, Darzon comprend qu'ils ont tous été tués, bien que ce soit difficile à croire. Son poing est tellement serré qu'il est en sang. Plus tard, il reçoit plusieurs ordres du père de Néon, soit de poursuivre le plan. Darzon transmet la mission à Kurapika et Senritsu. Ces derniers courent et pensent que VZ, Ivlenkov et Hashimono sont morts. Kurapika murmure qu'il ne pouvait rien faire contre eux. Un détenteur puissant de naine a eu l'audace de voler la mafia. Il est certain que c'est la brigade fantôme. Pour finir, Sukiwara passe les prendre en voiture. En 2011, la mafia fait le nécessaire. Toutes les routes ont été bloquées, il ne reste plus que la voie aérienne. S'ils aperçoivent un dirigeable suspect, ils peuvent appeler. La communauté offrira une grosse prime au groupe qui les retrouvera, vivants ou non. Pile au-dessus d'eux, une montgolfière vole. À son bord Machi, Shizuku, Franklin, Charnalk, Nobunaga, Feitan et Uvogin. Ce dernier explique la situation en Kulolo. Le coffre était complètement vide. Seul le commissaire-priseur savait, et d'après lui c'est clair et net, les objets ont été déplacés ailleurs quelques heures auparavant. C'est comme si quelqu'un était au courant de ce qui allait arriver. Pour Uvogin, leur timing était trop parfait. Il y a un Judas parmi la brigade fantôme. Pour Kulolo, c'est impossible. Il ajoute que selon lui, Judas n'était pas un traître, mais qu'il a simplement vendu le Christ pour 30 pièces. Pour revenir au sujet initial, Kulolo insiste sur le fait qu'il n'y a aucun traître parmi eux. Si tel est le cas, pour quelle somme ce dernier les aurait vendus? De l'argent, de la gloire, du pouvoir? Aucun membre de la brigade fantôme ne se satisferait de si peu. Ça suffit à mettre d'accord Uvogin. Par contre, Kulolo souligne qu'un point mérite d'être éclairci. Même s'ils avaient un informateur, ils étaient mal préparés. Parce que s'ils savaient vraiment qu'un groupe aussi dangereux que la brigade fantôme allait venir, ils auraient renforcé la sécurité, non? Puis pourquoi avoir laissé les participants venir sans armes, sans les prévenir auparavant? La conclusion de Kulolo est la suivante, ils ont bel et bien un informateur, mais il est mal renseigné. Pourtant, les parrains ont confiance en lui. Kulolo demande s'ils ont demandé au commissaire-priseur où les objets avaient été déplacés. Uvogin répond que oui, jusqu'à mourir, cet homme n'a cessé de dire qu'il ne savait pas. Et comme c'est Feitan qui l'a questionné, il n'a pas pu mentir. Kulolo demande s'ils lui ont soutiré le nom de ceux qui connaissent l'emplacement des lots. Uvogin explique qu'il s'agit des chefs des 10 territoires répartis sur 6 continents, alias les 10 parrains. Pour cet événement, ils se sont réunis au même endroit. Mais ceux qui agissent pour eux, c'est les meilleurs combattants de chaque organisation, les bêtes de l'ombre. En entendant ça, Kulolo est désormais certain qu'ils n'étaient pas au courant de leur venue. Sinon, les bêtes de l'ombre auraient assuré leur sécurité. Pour finir, Kulolo demande comment
comment ils ont déplacé les objets. Uvogin explique qu'un seul membre des bêtes de l'ombre est derrière tout ça. Les pièces étaient dans un coffre de 25 mètres carrés, l'homme y est entré les mains vides et en est ressorti comme si de rien n'était, laissant le coffre entièrement dépouillé. Cet homme est surnommé la Chouette. Selon Kuroro, ce dernier possède le même type de naine que Shizuku. Alors, ils savent comment les 500 personnes ont disparu. Le chef de la brigade fantôme ordonne d'éliminer tous les poursuivants afin d'attirer les bêtes de l'ombre. Uvogin est hype comme jamais. Je vais essayer de faire court pour la version 1999. Les mafieux savent directement qu'il faut chercher une montgolfière. Certains plans de la brigade fantôme sont vraiment stylés. J'adore, regardez-moi ce flow. J'ai dû mettre pause, mais Kuroro tient une canette au début et à la fin de la conversation. L'illustration des 10 parrains est plus simple et on ne voit pas les silhouettes des bêtes de l'ombre. La scène avec la Chouette est identique. Puis enfin, une aura rouge entoure Uvogin. Dans l'anime de 2011, la mafia repère la brigade fantôme. Un homme est surpris que ce soit une montgolfière et non un dirigeable. Il pense que leurs ennemis ne sont pas de simples voleurs et contacte immédiatement les 10 parrains dans le but d'envoyer les bêtes de l'ombre. Ils ne sont pas les seuls à avoir cette information, c'est aussi le cas de l'équipe d'Arzon Kurapika qui se dirige au même endroit. Dans l'anime de 1999, ce ne sont pas les mafieux proches du désert qui remarquent la montgolfière, mais deux hommes dans un bâtiment. La montgolfière est visible depuis la voiture où se trouvent Kurapika, Basho et Sukiwara. Comme vous pouvez le voir, les membres ne sont pas répartis de la même façon dans les voitures. Reprenons. Dans le désert de Goldo, la brigade fantôme s'oppose à la mafia. L'un tire en l'air, demandant qu'ils descendent. Tous les membres regardent la scène, Charnalk affiche un grand sourire. Uvogin demande aux autres de ne pas s'en mêler. Il descend, s'avance devant son premier adversaire. Ce dernier pointe un pistolet et demande s'ils sont ceux qui ont enlevé les participants aux enchères. Après la confirmation d'Uvogin, l'homme dit qu'ils ont du cran, puis veut savoir qui est leur chef. Uvogin sourit, il meurt d'impatience. L'homme perd justement patience, puis tire. Uvogin recule légèrement, continue de sourire, entre ses dents, la balle de son opposant. D'un coup puissant, Uvogin déboîte la tête d'un membre de la mafia, puis l'écrase comme un tube de dentifrice. J'avais pas meilleure métaphore, c'est littéralement ça. La mafia est terrifiée, Uvogin ne tient plus en place. Ce dernier massacre un à un, ce qui est pour lui un groupe de random. Nobunaga explique qu'il faut toujours qu'Uvogin soit le plus fort. Seule la force compte, c'est son unique but. Les armes ne pourront pas le toucher. Charnalk ajoute que question de force, aucun d'entre eux l'égal. Pendant qu'il parle, Uvogin fait l'hélicoptère avec 3 hommes. Nobunaga repère de nouvelles voitures de la mafia. Charnalk propose de jouer aux cartes car c'est un spectacle sans intérêt. Ce que Machi et Shizuku valident. Au même moment, le groupe de Darzon arrive sur place. Uvogin est debout, de nombreux corps l'entourent. En 99, Charnalk propose de jouer aux cartes avant même qu'Uvogin combatte. Il joue plus tôt que la version 2011 d'ailleurs. Uvogin attrape la balle de la même façon et inflige qu'un coup random. On nous propose plus de plans d'Uvogin qui extermine la mafia et qui résiste aux balles. Mais surtout, son aura est rouge et de nouveau visible. Petit switch en 2011. Un sniper tire sur Uvogin, ce qui l'agace. Il jette un caillou sur son adversaire, le tuant instantanément. Un autre s'avance vers Uvogin, vantant son bazooka capable d'arrêter un char. Une aura blanche apparaît, Uvogin tank sans souci la roquette. Kurapika arrive à ce moment-là, sous le choc. Mais d'autres sont encore plus choqués, les mafieux. En essayant de fuir, aucun n'échappe à la cruauté d'Uvogin. Olé, 99. Il y a 2 snipers. Que ce soit l'un ou l'autre, ils terminent pareil. Au tir de bazooka, l'aura d'Uvogin est d'abord absente, puis rouge. Vous l'aurez remarqué depuis le temps, hein. Rouge côté 1999, blanche côté 2011. Enfin, pour l'instant. Enfin, le dernier massacre d'Uvogin est en ombre chinoise. Dans l'adaptation de 2011, passons à Kurapika. Ce dernier observe Uvogin combattre, approuvant que c'est un utilisateur de naine particulièrement fort. Il ajoute que tous ceux arrivés avant lui sont morts, et qu'Uvogin ne craint pas les balles. Les autres regardent à leur tour et n'en reviennent pas. Sukiwara et Basho ne sont d'un coup absolument plus partants. Senritsu arrête la conversation car elle entend un cœur supplémentaire. Quelque chose avance dans le sol, on découvre une bête de l'ombre, le ver de terre. Il se présente au groupe de Darzon et demande à quelle organisation ils appartiennent. Quand Darzon répond qu'ils sont les gardes du corps de la famille Nostrad, le ver de terre sent qu'ils savent utiliser le naine mais leur conseille de renoncer. Une autre bête de l'ombre apparaît, le chien enragé. Il explique qu'ils, les membres de la brigade fantôme, ne sont pas de simples voleurs. Tuer est leur quotidien. Vient ensuite Porc Épic qui ajoute que ce sont des tueurs professionnels. Pour finir, c'est la sangsue qui complète le quatuor. Voici 4 membres des bêtes de l'ombre, tous s'avancent sauf le ver de terre qui, devinez quoi, passe sous la terre bien joué. Dans l'adaptation de 99, l'introduction du ver de terre est similaire. Par contre, Sukiwara sait que c'est une bête de l'ombre avant qu'il parle. Peau rouge dans cette version, peau violette dans la nouvelle. Senritsu dit que le sang de son cœur est étrange, ne sachant pas s'il s'agit d'un humain. Alors oui, soyez pas choqués, le ver de terre est en slibard. C'est juste qu'on ne le voit pas directement entier dans la version 2011. J'en suis à comparer des slibards? Bah alors allons-y. Rouge 1999, noir 2011. Ici, Darzon n'est pas avec eux, alors c'est Sukiwara qui répond au ver de terre. Comparons rapidement les autres. Le chien enragé a une tenue verte, et non pas les cheveux rouges, c'est simplement un jeu de lumière. Le porc épic est rouge et son front diffère légèrement. Puis la sangsue ne change pas physiquement, c'est juste la tenue comme tout le
le monde. Dans la version 2011, Uvogin massacre un dernier membre de la mafia. Charnalk le prévient que les bêtes de l'ombre arrivent. Et en effet, le chien enragé, la sangsue et le porc-épic s'avancent devant la brigade fantôme. Uvogin demande à Phaeton et Nobunaga de ne pas s'en mêler, car il ne s'est pas assez défoulé. Phaeton souffle, Charnalk propose de continuer la partie. Les combattants d'élite de la mafia demandent ce qu'ils ont fait du public des enchères de Yorkshire City. Uvogin dit la vérité, par contre, quand ce dernier demande où sont les objets, aucune réponse. Le ver de terre surgit du sol et colle son poing dans le visage d'Uvogin. La bête de l'ombre est choquée, son poing est complètement désarticulé. À son tour, Uvogin explose le visage du ver de terre. Mais ce dernier attrape Uvogin et plonge sous terre. Maintenant prisonnier, il laisse deux choix à Uvogin. Lui régler son compte sous terre, ou les autres bêtes le massacrent à la surface. Uvogin sourit, son haine passe de blanc à rouge. Par la brigade fantôme, nous apprenons que ça signifie qu'Uvogin devient sérieux. Il charge une énorme golden en disant que le prisonnier, c'est lui. Son poing explose le sol dans lequel le ver de terre est. Tout le monde recule face à cette attaque nommée Big Bang Impact. Le cratère est énorme, le seul membre restant du ver de terre est son bras. Les bêtes de l'ombre reculent, nous apprenons qu'Uvogin est le 11e membre de la brigade fantôme. Eux reconnaissent ce tatouage d'araignée et comprennent qu'ils font face à la brigade fantôme. Kurapika est sous le choc. En voyant ça, son cœur s'accélère et ses yeux deviennent écarlates. Si certains membres de la brigade fantôme sont toujours autant impressionnés par cette attaque d'Uvogin, Machi explique que c'est rien de plus qu'un coup de poing gonflé au naine. Avant de poursuivre le combat, regardons la version 1999. Quand le ver de terre passe sous terre, la scène est plus détaillée. Quand la brigade fantôme joue, c'est plus sérieux et Charnalk gagne. Une aura verte entoure chaque bête de l'ombre. L'attaque du ver de terre est plus discrète, l'échange est identique mais moins violent. Quand Uvogin est prisonnier, il tente de s'échapper avant d'être plaqué au sol une seconde fois. En fait, c'est en général qu'il est plus en difficulté. Pendant qu'Uvogin est immobilisé, les autres bêtes s'élancent pour l'attaquer. Et attention, le Big Bang Impact est tout aussi dévastateur mais super rapide. Son aura sérieuse est jaune-orange. On voit le ver de terre disparaître, mais c'est très rapide aussi. De l'autre côté, il ne reste rien de lui car son bras n'est pas présent. Comme dans le manga, ceci dit. Petite correction, en fait, le bras est là et c'est Uvogin qui l'enlève de son propre bras. Encore une fois, comme dans le manga. Petite comparaison du tatouage d'Uvogin. Celui qui explique le Big Bang Impact est Charnalk, non Machi. Nobunaga souligne que son attaque était de type renforcement et que l'objectif d'Uvogin est d'augmenter son Big Bang Impact à la puissance d'une bombe nucléaire. Ce dialogue est un ajout de l'ancienne version. Pour finir, la réaction de Kurapika est la même, bien qu'encore une fois plus courte. Dans l'animé de 2011, le combat continue. La sangsue, le porc-épic et le chien enragé foncent sur Uvogin. Ce dernier est toujours autant hype, mais est arrêté par porc-épic. Il peut modifier les poils de son corps et les transformer en aiguilles très solides, qui sont en train de transpercer le poing d'Uvogin. Alors que les poils prennent du terrain sur le bras du veau, le chien enragé lui arrache un bout de chair. Phaeton et Charnalk avouent qu'ils sont des utilisateurs de naines expérimentés. Shizuku tente de tricher, mais Charnalk le remarque. Leur partie de cartes c'est bien beau, hein, mais y a plus intéressant. Uvogin secoue son bras dans tous les sens, mais impossible d'enlever porc-épic. Les poils sont fixés sur son corps, Uvogin est encore une fois prisonnier. Il frappe sangsue avec porc-épic, mais porc-épic manipule ses poils à volonté. Ainsi, il amortit le coup d'Uvogin. Le chien enragé continue d'arracher la chair, mais d'un autre endroit. Uvogin est ailleurs, paralysé par le poison. Et oui, le chien enragé ne faisait pas qu'arracher la chair d'Uvogin. Ce dernier tombe, le chien enragé a volontairement épargné son cou et sa tête pour qu'il ressente la douleur et la peur. La sangsue fonce sur la blessure d'Uvogin, on apprend que son corps est infesté de sangsues, dont les sangsues de Madarite, une espèce qui pond des œufs dans la vessie d'un corps humain. Et ça va créer des millions de sangsues. La douleur est immense à tel point que les gens deviennent fous et en meurent. Allez, passons à la contre-attaque d'Uvogin parce que cette partie me dégoûte. Uvogin croque presque la moitié du visage de la sangsue, la tuant d'une manière choquante. Uvo dit que le chien enragé n'est pas le seul capable de cette prouesse, et que sa tête et son cou suffiront pour le battre. Kurapika continue d'observer et annonce que les bêtes de l'ombre vont perdre. Uvogin espère quelque chose, puis crache un os du crâne de la sangsue sur le chien enragé. Ce dernier tente de l'arrêter, mais le débris transperce sa main et se loge pile entre ses deux yeux. Enfin, Uvogin aspire à nouveau et lâche un hurlement extrêmement puissant sur porc-épic. Heureusement pour eux, la brigade fantôme et l'équipe de Kurapika ont eu le temps de se boucher les oreilles. Un seul cri pour tuer son dernier adversaire, qu'il jette comme un sac poubelle. Voici qui est vraiment Uvogin. Darzon et compagnie n'en reviennent pas. La brigade fantôme engueule Uvogin qui ne les avait pas prévenus qu'il allait crier. Dans l'animé de 1999, on note plusieurs différences. La prison du porc-épic est détaillée. Quand le chien enragé croque la chair d'Uvogin, c'est à peine visible. L'explication de la sangsue est illustrée. L'attaque d'Uvogin sur la sangsue est partiellement cachée, celle du chien enragé est identique, bien que plus expéditive. Pour le cri d'Uvogin, je préfère la version de 2011. Dans la version 1999, le son est classique et donc moins impactant.
Enfin, Sukuhara explique la situation à Darzoln. Revenons en 2011 parce que ça y est, Kurapika s'avance pour capturer Uvogin. Tous essayent de l'en empêcher, mais Kurapika est incontrôlable. Ils sont choqués de voir les yeux écarlates de ce dernier. Darzoln tente de les arrêter, toujours rien à faire. Senritsu commence à jouer de la flûte. Des pétales de fleurs recouvrent Kurapika. Tous sont dans un paysage féerique, l'OST est contrôlé par Senritsu. Quand elle s'arrête, l'endroit redevient comme avant. Elle explique que c'était la meilleure mélodie pour la relaxation. L'équipe est calmée, Senritsu demande de reprendre leur sang-froid. Kurapika remercie Senritsu car il a retrouvé ses esprits. Mais il compte tout de même capturer la brigade fantôme. Kurapika demande à Darzoln qu'il le laisse essayer. Kurapika est confiant, Darzoln est d'accord. Selon Kurapika, ils peuvent le faire. Il demande d'approcher de la voiture afin de fuir rapidement. Kurapika s'avance et cette fois-ci, c'est pour de bon. En 99, les yeux écarlates de Kurapika ne sont pas visibles, mais une aura bleue entoure son corps. Il est inarrêtable. Voici la comparaison de la technique de Senritsu, c'est vraiment magnifique. Comme Darzoln n'est pas là, Kurapika demande à Sukuhara de lui faire passer les messages. Dans la version 2011, Uvogin demande à Shizuku d'aspirer les sangsues et le poison de son corps. Elle lui explique qu'elle peut retirer le poison, mais pas les sangsues car ce sont des êtres vivants. Charnalk intervient, expliquant le fonctionnement d'une sangsue madarite. On connaît déjà le discours, par contre, il apporte une solution. Pour l'éclosion des sangsues, il faut une forte concentration en ammoniac. Avec un taux faible, les œufs sont évacués dans l'urine sans douleur. Alors pendant 24 heures, Uvogin doit boire beaucoup de bière et uriner souvent. Quand soudain, patientez une minute, voyons la version de 1999. Ça va, je plaisante, j'ai pas grand chose à dire sur cette partie. La chaîne de Kurapika entoure le corps d'Uvogin et le propulse dans les airs. Alors que la brigade fantôme est surprise, Charnal dit qu'ils vont devoir le secourir au vu de son état actuel. Nobunaga pense que c'est une bête de l'ombre, puis Machi lance une aiguille en direction d'Uvogin. Ainsi, elle peut le suivre. Avec le in, l'aura de l'aiguille est effacée. Tant qu'il ne remarque pas l'aiguille, ou qu'il n'utilise pas le Gyo, c'est bon. En dehors de Franklin, la brigade fantôme s'apprête à suivre Uvogin et l'adversaire qu'il pense être une bête de l'ombre. En parlant d'eux, surprise, le ver de terre est encore en vie. Il comprend que c'est bien la brigade fantôme et dit que les autres bêtes de l'ombre n'ont aucune chance s'ils se battent pas ensemble. Bon, par contre, il meurt pour de bon. Dans la version 1999, on voit Kurapika directement utiliser la chaîne de son majeur, avec un crochet au bout. Une aura bleue l'entoure encore, Kurapika est concentré et balance la chaîne sur Uvogin. Ses yeux sont écarlates. Je vous passe cette scène en boucle car elle est drôle, soyons honnêtes. Uvogin est assis devant Kurapika, qui est d'un sérieux sans faille. L'avant ou l'après, deux ajouts de l'ancienne version. Dans l'adaptation de 2011, Kulolo est informé de la situation. Dans une voiture, on retrouve Kurapika, Senritsu, Sukuhara et Uvogin. Ce dernier dit à Kurapika que s'il ne le tue pas maintenant, il le regrettera. Kurapika lui ordonne de la fermer, Uvogin insiste, les chaînes se serrent encore plus. Kurapika ne plaisante plus. Uvo n'en revient pas, son adversaire est extrêmement fort. Et même sans être paralysé, ça n'aurait rien changé. Le nen de type renforcement d'Uvogin est à son maximum, pourtant Kurapika parvient à le maintenir. On découvre la technique de Kurapika, Shinjail. Elle est utilisable uniquement contre la brigade fantôme pour les arrêter et les emprisonner. Ce serment existe dans cet unique but, mais s'il venait à l'employer sur quelqu'un d'autre, Kurapika meurt instantanément. Voici la condition qu'il a acceptée et le serment qu'il a prêté. C'est la preuve d'une puissante détermination. Et plus elle est puissante, plus son haine l'est tout autant. On en reparlera dans le flashback entre Kurapika et Mizuken, ne vous inquiétez pas. Dans la version de 1999, j'ai beaucoup à dire. Dans la voiture où Uvogin est capturé, Sukuhara est également présent. L'aura de la chaîne n'est pas jaune, mais violette. Dans cette version, lorsque Uvogin parle à lui-même, il dit que le nen de Kurapika est de type matérialisation, mais qu'il transmet sa force comme un utilisateur du renversement. Étrangement, la technique du Kurapika n'est pas nommée. Pour finir sur cette comparaison, Uvogin est HS après avoir subi l'attaque de Kurapika. Et si jamais, dans le manga, la technique est bel et bien nommée. Dans la version de 2011, Darzoln, qui est dans une autre voiture, prévient Kurapika qu'ils sont suivis. Kurapika utilise le Gyo et réalise la ruse de Machi. En détachant le fil de nen, Machi capte qu'ils sont au courant. Au passage, Uvogin est bien HS. On l'avait juste pas vu immédiatement. Charnalk est optimiste et Nobunaga impatient. Alors qu'ils poursuivent leur chemin, un homme s'écrase sur le capot de la voiture, une bête de l'ombre, la chouette. Ce dernier sort un énorme drap qu'il lance sur la voiture de la brigade fantôme, réduisant le véhicule à une taille miniature. Une technique qu'il nomme Fun Fun Cloth. Tous sont parvenus à sortir, en dehors de Nobunaga qui braille à l'intérieur du torchon. La chouette a donc confirmation qu'ils sont spéciaux. Shizuku trouve son pouvoir pratique pour voler, et pour rappel, c'est comme ça qu'il avait procédé pour les objets de l'enchère. Feitan et Machi repèrent les autres bêtes de l'ombre arrivées. On découvre la chauve-souris et 4 autres membres inconnus. L'un trouve que les membres de la brigade fantôme ont l'air fragiles. Shizuku compte chaque adversaire et remarque que toutes les bêtes de l'ombre restantes sont présentes. Alors, Feitan et Machi comprennent que l'utilisateur de chaîne qui détient Uvogin n'est pas une bête de l'ombre. Bref, Feitan dit que seule la chouette l'intéresse et que les autres peuvent mourir. Alors qu'une bête de l'ombre dit qu'ils vont bientôt trembler face à eux, Feitan montre son naine et départage leur cible. 3 pour lui, 2 pour Shizuku. La chouette crie de ne pas sous-estimer la brigade fantôme, les autres foncent tête baissée. Non loin de cette scène d'action, Basho croit avoir aperçu un homme sauter sur leur voiture. Darzoln lui en déduit que c'est une bête de l'ombre et qu'il ferait
ferait mieux d'aller en ville. Senritsu ajoute qu'ils auront besoin d'agents anesthésiques gazeux pour calmer Uvojin. Dans la version 1999, le bio de Kurapika est différent. Nobunaga et Feitan n'interviennent pas durant la première conversation. L'attaque de la chouette est plus directe et son drap est rouge. De plus, la voiture ne fait pas de tonneau comme dans la nouvelle version. La chouette est similaire, tandis que les autres sont globalement différents, que ce soit leur tenue ou leur couleur de peau. L'aura de Feitan n'est pas blanche mais rose. Tarzan ne leur donne rien, c'est Kurapika qui guide le groupe. C'est un ajout de la version 1999, normalement c'est bien Tarzan. Enfin, aucun commentaire de Senritsu concernant le besoin d'agents anesthésiques gazeux. En 2011, le combat est terminé. Machi tient et menace la chouette avec un fil de naine. Shizuku et Feitan ont tué les bêtes de l'ombre restantes. Machi, Shizuku et Charnalk demandent si c'est possible d'extraire seulement la voiture car ils ne veulent pas être serrés. La chouette répond que c'est impossible et redonne la taille de la voiture et Nobunaga. Ce dernier engueule toute la brigade et veut tuer la chouette. En 1999, cette scène n'existe pas. C'est pas une vanne, le combat s'arrête ici. Est-ce que vous savez pourquoi? Pour la simple et unique raison que c'est comme ça dans le manga. Il s'agit donc d'un ajout de la version 2011. Dans la nouvelle adaptation, Uvojin est réveillé dans un immeuble. Basho, Lisen, Darzon, Senritsu et Kurapika l'entourent. Darzon le menace avec un katana et demande l'emplacement des objets volés. Uvojin répond à côté de la plaque, demandant l'heure et son temps de sommeil. Darzon s'énerve et plante son katana dans le corps d'Uvojin, mais la lame de ce dernier explose en deux. Kurapika avoue que la volonté d'Uvojin est incroyable, car même en sachant qu'il va être torturé, son aura reste imperturbable. Uvojin fait disparaître son aura et sait que son corps refuse de bouger, puis qu'il ne sera pas rétabli avant un moment. Son dernier repas était à 20 h, en écoutant son estomac, il devine qu'il est environ minuit. Uvojin regarde Sukuhara puis propose un marché, le libérer en échange de tuer personne. Sukuhara pense qu'il blague, Basho lui rappelle qu'il n'est pas en position de négocier. Uvojin précise que la brigade fantôme n'est pas intéressée par eux, mais uniquement par les objets des enchères. Senritsu réalise et demande confirmation, ce ne sont pas eux qui ont volé le butin. Uvojin confirme que le coffre était vide et que ce sont les bêtes de l'ombre derrière ce braquage. C'est une grande révélation pour eux, surtout que Senritsu confirme qu'il dit la vérité. Sukuhara comprend qu'Uvojin est sérieux depuis le début et que son marché n'était pas une blague. Il est terrifié, Uvojin lui lâche un gros sourire sadique avant de répéter son marché. Kurapika demande ce qu'ils ont fait des participants, dont Shashimono, Veze et Ivlenkov. Sans passer par 4 chemins, Uvojin dévoile qu'ils sont morts. Kurapika vrille, cale un pain dans le visage d'Uvojin et demande combien de vies ils ont sacrifiées pour réaliser leur plan. Ses yeux sont écarlates, Basho le retient. Darzon propose de livrer Uvojin à la communauté, étant donné que les objets sont intacts. Le visage blessé, Uvojin demande la confirmation. Compte-t-il vraiment refuser le marché? 1999, comparaison. Action. Un ajout montre Darzon s'entraîner au katana. Il transperce le mur et une aura jaune l'entoure. Le lieu est similaire. Darzon menace l'œil d'Uvojin avec son katana et Uvo lui propose de répondre à toutes ses questions s'il parvient à le blesser. Darzon sait que les armes ne lui font rien. Alors il utilise une autre méthode. Rien de nouveau pour nous, c'est son katana. Il explique que cette arme amplifie son haine. Quelques plans de son arme secrète, comme il dit, qui plante un endroit sensible du corps d'Uvojin. Mais vous le savez, c'est inutile. Et il force pendant longtemps en plus. Tourne et retourne comme dirait Michel Dumas. Mais Darzon l'a tout de même blessé. De 5 mm. Alors Uvojin va répondre aux questions. Comme vous l'avez remarqué, la grosse différence ici est l'attaque au katana qui n'a absolument rien à voir. Allez, je sais que vous aimez savoir, la version la plus fidèle est celle de 2011. Les dialogues ne changent pas, mais Kurapika attaque Uvojin avec un anneau de fer. Dans l'anime de 2011, à l'intérieur du bâtiment abandonné, Machi est surprise puis Nobunaga toujours énervé. La chouette est sous la torture de Feitan, qui est dans un sale état. Quand Machi demande s'il a dévoilé l'emplacement des objets, Feitan répond qu'il a craché le morceau avant même qu'il ne passe aux choses sérieuses. Dans sa main, ce qu'on suppose être les objets des enchères. Plus tard, Machi nous apprend que Charnalk a trouvé d'où la communauté reçoit ses appels. Dans la planque de Kulolo, Hisoka demande la permission à ce dernier pour partir car il avait promis à quelqu'un de le voir aujourd'hui. Kulolo lui demande simplement d'être présent demain à 18 h. Le chef de la brigade fantôme essaie de savoir s'il complote quelque chose. Hisoka répond naturellement. Dans l'anime de 1999, comparons les deux scènes. La première est plutôt rapide car c'est un ajout de la version 2011, mais la seconde, la couverture du livre de Kulolo est plus visible. On y voit un pentagramme. Comme d'habitude, petit comparatif de la tenue d'Hisoka. De retour en 2011, Kurapika est toujours énervé. Il repense à Shishimono, Veze et Ivlenkov qui sont morts. Senritsu le rejoint et sourit. Et pour la première fois, Kurapika fait de même. Ce dernier reçoit le message suivant, rendez-vous à l'endroit convenu. Il lâche un second sourire avant de partir. Darzon appelle un homme de la mafia. Après s'être présenté, il explique détenir un responsable des attentats aux enchères. L'homme affirme qu'aucune bête de l'ombre n'a réussi, qu'elles sont toutes mortes. Alors qu'il s'apprête à envoyer des gens compétents, une aiguille avec des ailes rouges est plantée dans sa nuque. Charnalk est juste derrière et d'un simple code sur un téléphone tue l'homme puis quitte les lieux. En parallèle, Sukuhara rejoint les autres et explique avoir
avoir donné une triple dose d'anesthésiant à Uvogin. Darzon dit que les hommes de la communauté ne vont pas tarder. Il laisse le groupe prendre du repos et part surveiller Uvogin. En 1999, Kurapika est seul lorsqu'il reçoit le message. Il demande la permission pour rencontrer quelqu'un et s'absenter 2 heures. Darzon accepte à condition qu'il revienne à l'heure prévue. Enfin, l'action de Charnalk est absente. Il s'agit d'un ajout de la version de 2011. Dans un parc d'attractions abandonné, Kurapika retrouve Hisoka. Ce dernier lance plusieurs cartes tandis que Kurapika est méfiant. Sur son petit cheval, Hisoka exprime clairement qu'il ne souhaite pas combattre maintenant. Kurapika dit aller droit au but, mais le magicien aime prendre le temps de parler. Bref, la conversation débute. Ce dernier explique que la brigade fantôme est composée de 13 membres. Tous portent le tatouage de l'araignée avec un numéro d'entrée dans le clan. Mais les membres de cette organisation peuvent changer n'importe quand, car pour rejoindre la brigade fantôme, il suffit de prendre la place d'un membre en le battant. S'il manque des membres, le chef peut en recruter. Les activités principales de la brigade fantôme sont le vol et le meurtre. Il raconte qu'il a rejoint la brigade fantôme il y a 2 ou 3 ans, en remplaçant le numéro 4. Quand Kurapika lui demande pourquoi, Hisoka répond que c'est juste pour se battre contre le chef, parce qu'il est super fort. Kurapika lui demande s'il veut tester sa force. Rien que d'y penser, le magicien est déjà tout excité. Cependant, il galère à parvenir à ses fins, parce que son adversaire est très prudent. Ce dernier est toujours accompagné d'au minimum 2 membres de la brigade fantôme. Une fois le travail terminé, il disparaît sans laisser de traces. Il explique avoir un intérêt commun avec Kurapika. Hisoka sourit, demandant à Kurapika s'il croit qu'il aura du mal à atteindre son objectif tout seul. Kurapika lui demande de continuer. Hisoka dit qu'il peut lui apprendre tout ce qu'il sait sur les capacités de la brigade fantôme, malgré qu'il n'en connaisse que 7 sur 13. Hisoka propose alors de faire équipe avec Kurapika. Sans connaître la réponse, on passe à une autre scène. Dans la version 1999, le décor n'est pas aussi stylé. Pourtant, il est totalement fidèle au manga. J'aime que l'adaptation respecte le manga, mais pour le coup, bravo à la version 2011. Continuons. Kurapika utilise son Gyo. La disparition de Kuroro est illustrée. Pour finir, car oui, la scène est bien plus rapide, Hisoka propose l'alliance, mais surtout que Kurapika découvre les capacités des 6 membres restants. Dans l'adaptation de 2011, Darzon ouvre aux membres de la mafia. Après vérification, il les guide vers Uvogin. Ce dernier dit « La belle plume fait le bel oiseau ». Darzon est transpercé à main nue par Finks. En plus de la mort de Darzon, on découvre qu'il s'agit de la brigade fantôme. Finks, Nobunaga, Charnalk, Machi et Shizuku. Finks, vous pouvez pas le louper, il est en cosplay pharaon. Dans la version 2011, vous le verrez comme ça bien plus tard. Et bien nous y sommes. C'est au tour de Shizuku qui fait apparaître son aspirateur et retire le poison qui paralyse Uvogin. Ainsi, il arrache tout ce qu'il retenait. Il crie comme l'autre fois, faisant trembler le bâtiment. La brigade fantôme, Senritsu et compagnie se bouchent les oreilles. Uvogin est en colère contre Kurapika et veut lui faire payer. Senritsu, Basho et Lisen s'enfuient. Uvogin défonce la porte, puis le mur entier. Il cherche le groupe, mais forcément, et comme dit Charnalk, ils ne sont plus là, ils n'auraient pas dû crier. Alors qu'ils s'apprêtent à rentrer car l'objectif est atteint, Uvogin leur demande de dire au chef qu'il ne rentrera pas avant d'avoir chopé le type à la chaîne. Dans l'adaptation de 1999, petite comparaison de la brigade fantôme déguisée plus costard cravate. La mort de Darzon est censurée. C'est rapide et nous ne voyons pas grand chose. La scène de Shizuku est identique, mais la libération d'Uvogin est rushée. Par contre, Darzon se relève et espère retenir Uvogin ne serait-ce que 30 secondes. Plus tard, Uvogin est toujours autant en colère. Petit switch en 2011 côté Hisoka et Kurapika. Faire équipe ou rester seul, tels sont les choix qui s'offrent à Kurapika. Son téléphone sonne, Hisoka l'autorise à décrocher. C'est Senritsu qui explique la situation. Uvogin s'est échappé grâce aux membres de la brigade fantôme, ils sont sans nouvelles de Darzon. Enfin, elle demande à Kurapika de venir au plus vite et qu'il passe au plan B. La conversation continue, Kurapika demande à Hisoka s'il connaît l'emplacement des pupilles écarlates. Hisoka explique que c'était avant son arrivée dans le clan et que le chef admire chaque objet avant de le vendre. Donc les yeux du clan Kuruta ne doivent pas faire exception. Il ajoute que tant qu'ils n'auront pas écrasé la tête de l'araignée, elle bougera encore. Il détaille la proposition qu'ils viennent faire. Même s'ils font équipe, chacun reste indépendant. En gros, ça sera surtout des échanges d'informations. Si à un moment la coopération ne convient plus à l'un des deux, ils sont libres d'y mettre fin. Kurapika part, Hisoka lui demande une réponse qu'il reçoit, demain à la même heure. Hisoka sourit comme à son habitude. En 1999, le discours d'Hisoka ne change pas. Quand Kurapika pose la question sur les yeux écarlates, différents plans sont entourés de bandes noires. Quand Kurapika reçoit l'appel de Senritsu, c'est maintenant qu'on voit Uvogin ne pas vouloir rentrer avant d'avoir eu la peau de Kurapika. Pour le reste, pas grand chose à dire en dehors de quelques passages sur les cartes d'Hisoka. Dans l'anime de 2011, Sukuhara pense que Darzon est mort. De plus, ils n'ont toujours pas terminé la mission. Senritsu demande s'il ne devrait pas informer le boss. Basho rétorque que c'est qu'une enfant. Sukuhara ajoute qu'elle n'est pas leur véritable employeur, au contrario de Light Nostrad, le père de Mademoiselle Néon. Il est celui qui transmet les ordres à Darzon, comme nous le savons déjà. Kurapika dit que dans tous les cas, il faut informer le boss. C'est alors qu'il réveille Néon, malgré qu'il soit 2 h du mat. Kurapika explique l'attaque des enchères de Yorkshire City et ceux qui y ont laissé la vie, dont Darzon. Ça ne touche pas Mademoiselle Néon qui veut savoir où est la momie. Kurapika et Sukuhara n'en reviennent pas, mais gardent leur professionnalisme en disant qu'il semblerait qu'elle soit en lieu sûr grâce à la communauté. Néon est contente et veut savoir quand est la prochaine
prochaines ventes. Mais ils n'en savent rien car ils ne sont pas dans la confidence, tout comme Mademoiselle Néon. Cette dernière donne le numéro de son père pour qu'il demande l'information. Kurapika donne le téléphone à Sukiwara car il est le plus ancien du groupe. C'est donc à lui de devenir le chef. Mais Sukiwara n'est pas ouvert au poste. Senritsu dit qu'il faut vite appeler et propose de voter pour le nouveau chef. Elle suggère Kurapika car c'est le plus qualifié d'entre eux. Basho, Lisen et Sukiwara valident également, faisant de Kurapika le chef provisoire de la bande. Enfin provisoire, c'est Kurapika qui le dit, en attendant de savoir ce qui est arrivé à Darzon et ce que Light Nostrad va dire. Kurapika ne pensait pas s'approcher autant de son but. Il demande à Mademoiselle Néon de téléphoner à son père puis de le présenter, au lieu d'appeler directement. Dans un dirigeable, Light Nostrad est au téléphone avec Kurapika. Light peine à croire que Darzon est mort, car c'était un utilisateur de naine. Avec son entraînement, il pouvait prendre 10 balles sans problème. Kurapika confirme qu'il est mort et précise que l'adversaire est la brigade fantôme. Light n'en revient pas en écoutant Kurapika, disant que l'un d'entre eux a arrêté une roquette à main nue. Kurapika explique qu'il est le remplaçant de Darzon et qu'il attend la prochaine instruction. Light veut d'abord l'avis de Kurapika, le voici. Il faut éloigner Mademoiselle Néon de Yorkshire City. Si les événements s'empirent, il doute de pouvoir la protéger. Light est d'accord avec lui, mais il aimerait avoir l'avis de sa fille avant tout. Son père est en route et sera là demain soir. Il fera son maximum pour la convaincre. Il autorise Kurapika à remplacer Darzon et lui donne son premier ordre, ne pas quitter Néon des yeux jusqu'à son arrivée. Kurapika explique à Néon que son père arrive demain soir. Elle est heureuse et pense déjà aux nombreux vêtements qu'elle va avoir. Kurapika annonce qu'elle doit rester ici en attendant, mais Néon est déçue car elle voulait aller au casino. Alors que j'en connais un, il s'est pas gêné d'aller au casino. Si vous l'avez pas vu, c'est l'épisode suivant, donc le 4, je vous mets le lien en description. D'ailleurs, il y a même toute la playlist si vous voulez regarder ce format depuis le début. Kurapika doit vérifier quelque chose et demande à Sukiwara de s'occuper du boss. Dans l'anime de 1999, comparons rapidement cette partie. Pour commencer, une scène montre Senritsu appelé Darzon. Son corps prouve qu'il est mort et son katana est planté dans son épaule. Sukiwara explique que 30 secondes en moins et il s'y passait également, suggérant que Darzon a réussi ce qu'il voulait. Il décide du nouveau chef devant Néon. Sukiwara ajoute, pas à voix haute, qu'il ne veut pas s'occuper de cette sale gamine. Le reste est identique, l'explication de Kurapika, la réaction de Néon. L'appel avec Light l'est tout autant, parfois présenté sous forme de case. Enfin, Néon propose de jouer au rami en attendant. Dans la version 2011, Uvogin boit de nombreuses bières. À côté de lui, un homme est mort. Charnalk accède au site réservé aux Hunters et découvre plusieurs informations importantes. L'immeuble dans lequel était Uvogin appartient à une société du clan Nostrad. Il s'apprête à voir s'il existe d'autres sociétés à leur nom, voire des réservations. Franklin revient avec encore plus de bières. Charnalk conseille à Uvogin de prendre une licence Hunter, car ce site permet de savoir absolument tout en complet. Mais Uvogin explique que contrairement à Charnalk, il n'a jamais d'argent. S'il veut quelque chose, il le vole. Charnalk découvre 2 autres bâtiments qui appartiennent au clan Nostrad, mais aussi 3 réservations d'hôtels pour divers membres. Avec ça, Uvogin ne devrait pas avoir de mal à les trouver. Uvogin embrasse Charnalk pour le remercier puis saute par la fenêtre. Devant la lune, il exprime le désir de vouloir s'occuper en premier des membres du clan Nostrad. Franklin, lui, s'occupe de débarrasser les corps. Dans la version 1999, le bâtiment L'Homme Mort, déjà 2 différences. Sur l'écran de Charnalk, on aperçoit Darzon, Sheshmono et Ivlenkov. Charnalk tient une carte Hunter. Quand Uvogin embrasse Charnalk, il est beaucoup plus insistant. Lorsque Uvogin saute par la fenêtre, on voit l'impact sur le sol. Un plan le montre courir de bâtiment en bâtiment. Dans les 2 versions, Charnalk demande à Uvogin d'être prudent. Pour finir, la lune est verte et il explose une canette de bière. De son côté, Kurapika regarde également le site réservé aux Hunters. Il montre à Senritsu et Sukiwara la liste de toutes les propriétés du clan Nostrad, ainsi que tous les membres qui appartiennent à ce dernier. Ils comprennent alors qu'il suffit qu'un Hunter professionnel soit dans la brigade fantôme pour qu'il sache l'emplacement de l'hôtel et donc qu'il soit dans la merde, autrement dit. Kurapika demande à Senritsu de louer une autre chambre dans le même hôtel, sans utiliser de faux noms. Ils ne devront pas sortir de la pièce, puis bien sûr, surveiller la bosse. Kurapika reste ici, et quand Senritsu demande s'il compte les affronter, il hoche la tête. En 99, Kurapika dit discrètement à Senritsu qu'il connaît l'ennemi et qu'il ne mourra pas en vain. Senritsu sait qu'il dit vrai, car son heure n'a pas encore sonné. Dans l'anime de 2011, Uvogin est dans un hôtel. Un homme est mort, tandis qu'il chope l'autre par la tête. Uvogin apprend que la fille Nostrad collectionne des corps humains, comme des yeux ou des organes. Elle fait aussi des prophéties qui se réalisent à chaque fois. Elle a beaucoup de clients dans la mafia, et certains parrains se fient à ses prédictions. Apparemment, le chef du clan Nostrad doit sa réussite aux prédictions de sa fille. Uvogin tue l'homme et comprend que Kulolo avait raison, il n'y a aucun traître parmi eux. Il pense que cette fille avait prédit leur attaque. Dans l'anime de 1999, Uvogin menace l'homme sous la douche. La scène est censurée, mais l'eau devient rouge pour nous faire comprendre qu'il est mort. Retournons en 2011, retrouvons Gon, Killua et Leolio. Pour l'instant, ils ont 8 millions de génisses. Le but du bras de fer était de faire parler d'eux, un appât pour faire remonter les taupes à la surface. Bref, Leolio suit un plan bien précis pour avoir 9 milliards de génisses et donc Grid Island. De nouveau dehors, Leolio présente leur vente conditionnelle. Pour gagner un diamant d'une valeur de 3 millions de génisses, il faut vaincre Gon au bras de fer. Le coût de participation est toujours de 10 000 génisses, donc il n'y a rien qui change. Dans le public, un homme avertit qu'hier, le garçon,
garçon, donc Gon, a battu 500 hommes, dont 20 qui sont repartis avec le bras cassé. Léolio sourit en voyant que la rumeur commence à faire du bruit. 2 hommes s'avancent, mais pas pour participer. Ils ont observé la prouesse de Gon et demandent s'ils veulent augmenter leurs gains. Le plus petit dit connaître une arène où ils pourront gagner plus d'argent qu'ici. Léolio sourit à nouveau et tous les 3 suivent les inconnus. Ils arrivent devant un bâtiment, puis prennent l'ascenseur. Avant de passer à la suite, comparons. La conversation ou la présentation de Léolio, tout est pareil, rien à relever. Par contre, l'un des 2 hommes s'apprête à faire un bras de fer avec Gon. Léolio demande à Gon d'échanger, c'est lui qui fera le bras de fer. L'autre homme dit que c'est contre le règlement, alors Léolio ajoute 5 millions en plus de diamants pour oublier ce fameux règlement. S'il bat Léolio, il empoche tout. Léolio explose son adversaire et la table qui allait avec. C'était évidemment une démonstration, les 2 hommes repartent en donnant un rendez-vous au groupe. Une fois sur place, Léolio précise que la mafia vend des objets illégaux. Il connaît bien cet endroit apparemment. Anecdote, cette scène est fidèle au manga. Dans la version 2011, il découvre une arène de bras de fer entourée d'une immense foule. L'homme explique que les bras de fer sont ouverts au pari et que le gagnant de chaque match récupère 10% des gains. Souvent, la valeur totale est de 100 millions de génisses. Léolio est heureux car ça signifie un minimum de 10 millions de génisses par victoire. L'homme termine en disant qu'en tant qu'associé, il prend 50% de leurs gains. Après un petit baratin, Léolio accepte le deal. Avant que le présentateur cherche un volontaire, l'homme pousse Gon. Son premier bras de fer s'apprête à débuter, mais c'est sans compter de l'interruption surprise. L'éclairage change, un homme annonce la suspension des bras de fer et démarre une vente conditionnelle. Tout le monde reçoit une feuille contenant 7 photos, voici les cibles du jour. Pour une personne mort ou vif, un chèque de 2 milliards de génisses. Les frais de participation s'élèvent à 5 millions de génisses. Il s'agit de 7 membres de la brigade fantôme, dont Shizuku que Gon, Killua et Léolio reconnaissent. Pour rappel, elle avait fait un bras de fer contre Gon. Derrière, Killua écoute une conversation. C'est ainsi qu'il apprend que ces photos correspondent à ceux qui ont attaqué les enchères hier. Bref, nombreux s'inscrivent, dont nos 3 protagonistes. Des hommes s'organisent pour récolter le butin. Dans la version 1999, le public regarde mal Gon, Killua et Léolio. C'est directement cet homme qui parle, petit comparatif. Les photos sont elles aussi différentes. Dans la nouvelle version, c'est Léolio qui calcule combien ça pourrait leur rapporter. Ici, c'est Gon qui le fait. Son calcul est mauvais, Léolio le corrige. Lors de l'inscription, Killua est hésitant. On switch en 2011. En sortant du bâtiment, Léolio dit qu'il faut faire vite. Killua répond que c'est inutile, car ce ne sont pas les randoms qui les attraperont. Le jeune Zoldyck ajoute que ce n'est pas vraiment une vente conditionnelle, mais un avis de recherche avec prime, ça signifie que la mafia elle-même avoue être incapable de les capturer. Killua passe l'information concernant le braquage des enchères, leur déduction est bonne, il n'y a qu'un seul groupe assez fou pour faire ça, la brigade fantôme. Gon est triste, se demandant ce que fait Kurapika. Il tente d'appeler, mais Kurapika ne décroche pas. Dans l'hôtel, un homme monte les escaliers. Léolio explique qu'il est sûrement en train de travailler. Kurapika lui avait dit qu'il bossait en tant que garde du corps. Il suppose qu'il escorte quelqu'un d'important. Puis comme Kurapika est à la recherche des yeux écarlates, c'est possiblement un mafieux. Gon dit que Kurapika était peut-être aux enchères, et qu'il se retrouve mêlé à l'affaire. Léolio le corrige car mêlé n'est pas le bon terme. Si la brigade fantôme est impliquée, il sera le premier à les poursuivre. Il termine en disant qu'il en a peut-être capturé 2 ou 3. Gon essaie d'appeler une seconde fois Kurapika. Le téléphone résonne dans la pièce, la porte s'ouvre et Kurapika fait face à Uvogin. Ce dernier félicite le courage de Kurapika et lui demande à quel endroit il souhaite mourir. Kurapika rétorque un endroit où ils seront tranquilles en ajoutant « J'imagine que ton cri d'agonie doit être bruyant », ce qui suffit à toucher Uvogin. En 1999, comparons d'abord la partie de Gon, Killua et Léolio. Ce n'est pas ce dernier qui dit qu'il faut faire vite, mais Gon. Mais c'est même le seul qui n'a pas compris. Comme vous le voyez, il ne marche pas en expliquant tout ça, mais ils sont posés dans un parc. Bien que la mise en scène soit différente, la conclusion est inchangée. Ensuite, voyons l'arrivée d'Uvogin. Bah déjà, il fait son feignant car il prend pas les escaliers mais l'ascenseur. Son aura est visible et il boit une bière. Côté Kurapika, c'est sa chaîne centrale qu'on remarque. Mesdames et messieurs, je vous annonce qu'on passe au dernier épisode de cette vidéo. Vous savez très bien lequel c'est, alors perdons pas plus de temps. Uvogin fait hip hip, les œufs des sangsues sortent enfin. Il s'avance vers Kurapika dans un endroit tranquille comme convenu. Uvogin dit être prêt, boit une bière et pose une question à Kurapika. Qui est-il? Il sait que c'est pas quelqu'un d'ordinaire car son naine possède une volonté remarquable. Kurapika exige d'abord une réponse avant de donner la sienne. Il enlève sa veste avant de demander « Te souviens-tu de tous ceux que tu as tués ?» Uvogin répond que ça dépend, il n'oublie pas ceux qui l'ont marqué. Il suggère alors que Kurapika se venge et demande de qui veut-il venger la mort. Kurapika dévoile enfin son objectif, du clan Kuruta, mais ça ne parle pas Uvogin. Kurapika explique que c'était un peuple aux pupilles écarlates de la région de Luxo. Il y a 5 ans, la brigade fantôme les a attaqués. Uvogin ne sait toujours pas ce que c'est, pensant à un trésor. Mais il ajoute que si ça date de 5 ans, il a dû y participer. Kurapika s'avance en posant à nouveau une question. Quand il tue des innocents, à quoi pense-t-il, lui et les autres membres? Que ressent-il? Uvogin est clair et net, rien de particulier. Kurapika dévoile son ten, tend la main et crie vouloir expier les péchés d'Uvogin. Ce dernier est tout excité et dévoile son aura rouge sans perdre de temps, explosant le sol au passage. Tout sourire, il dit que
c'est à cause de gars comme Kurapika qu'il ne peut pas s'arrêter de tuer. Ce qui lui procure le plus de plaisir, c'est de tuer ceux qui viennent se venger. Avant de passer au combat pur et dur, petit tour en 1999. Kurapika récite un poème. Soleil, terre verte, mon corps vient de l'eau, mon âme du ciel. Le soleil et la lune illuminent mon corps et le verre le purifie. Je remercie mes aïeux du miracle de la vie. Un jour viendra où je retrouverai mes compatriotes aux yeux écarlates. Une aura rouge rose l'entoure avant de disparaître. Durant leur conversation, Uvo broie la canette et la lance sur Kurapika qui l'arrête avec sa chaîne. Bien que les couleurs soient différentes, la tenue de Kurapika est similaire. La conversation est inchangée sinon. J'aimerais parler d'une chose, la boucle d'oreille de Kurapika. Enfin, les boucles d'oreilles. Si vous avez suivi cette série de vidéos depuis le début, vous vous rappelez peut-être que la version de 1999 la montre très souvent. C'est un élément central. Tandis que dans la version 2011, elle est très souvent cachée par les cheveux du personnage. Mais dans cet arc, on la voit enfin un peu plus. Avant de poursuivre, je précise que le poème de Kurapika est un ajout de l'ancienne version. Dans la version 2011, le combattant attendu débute. Uvogin fend le sol jusqu'au pied de Kurapika. Ce dernier l'attaque plusieurs fois avec son arme fétiche. Uvogin parvient à l'esquiver à son tour. Uvo réalise que cette chaîne est dangereuse car il est normalement impossible d'y insuffler un tel naine. Mais ça ne l'empêche pas de foncer sur Kurapika, lui infligeant un premier coup de poing. Alors qu'il est propulsé, Kurapika lance sa chaîne sur son adversaire. Et bien qu'il l'esquive, Uvogin est surpris. Il le pensait HS après avoir reçu un tel coup, mais le bras de Kurapika va très bien. Uvogin pense qu'il est de type manipulation ou matérialisation, mais penche plus sur la manipulation. Cependant, il ne comprend pas. Kurapika a bloqué son poing avec son bras, comme s'il appartenait à la catégorie du renforcement. Dans l'adaptation de 1999, l'aura d'Uvogin repasse au rouge et celle de Kurapika redevient rose. La scène est plus rapide, je vous laisse observer comment est fait le combat. Quand Uvogin esquive la chaîne de Kurapika, il nous fait une démonstration de limbo. En 2011, Kurapika tacle son opposant en demandant s'il a vraiment mis toutes ses forces. Ça tique Uvogin qui rigole et s'avance en disant qu'il n'était pas à 20%. Avec son aura rouge, il annonce passer à 50%. Uvogin fonce sur Kurapika en mettant un coup de poing, qu'il esquive. Kurapika est derrière son dos et place à son tour un coup de poing. Et pas un coup de poing de feignant, qu'Uvogin prend bien comme il faut. Devant la lune de sang, Kurapika cale un kick dans le visage d'Uvogin. Ce dernier n'abandonne pas mais ne trouve plus Kurapika. Il est au-dessus de lui et écrase sa nuque avec ses deux pieds. Uvogin n'a même pas le temps de riposter que Kurapika est déjà ailleurs. En 1999, je vous montre cette partie sans coupure car c'est assez rapide. La différence est qu'à la fin, Uvogin a la tête dans la roche et ne riposte pas. Dans l'anime de 2011, Uvogin commence à parler mais Kurapika lui coupe la parole en devinant la suite de son discours. Il lui demande d'arrêter de jouer et d'y aller sérieusement car il lui fait perdre son temps. Uvogin est en colère puis utilise désormais 100% de sa puissance, explosant le décor. Kurapika est impressionné par son aura. Uvogin frappe le sol, créant un écran de fumée. Kurapika ne sent plus la présence d'Uvogin et comprend qu'il utilise le in. Uvo apparaît derrière Kurapika et lui inflige un puissant coup au bras. Bien que Kurapika s'est défendu au dernier moment, Uvogin dit que son bras est en miettes car personne ne peut résister à son véritable Big Bang Impact. Il félicite Kurapika pour son temps de réaction. Kurapika le félicite également car il l'ignorait incapable de maîtriser le in. L'anime de 1999 ajoute quelques passages. Uvogin fonce sur Kurapika qui lui remet un coup de pied dans la figure, puis un coup de poing que Kurapika esquive. Uvo crie de la poussière, coupe un bout du décor et c'est seulement maintenant que nous voyons son Big Bang Impact. Moins impressionnant je dois le dire. Pas de changement côté dialogue, mais Kurapika félicite Uvogin alors qu'il est par terre tout en se relevant. Allez, 2011. D'en haut, Kurapika explique l'action précise d'Uvogin, mais il n'est pas le seul à maîtriser le in. Kurapika lève la main, Uvogin est entièrement enchaîné. Il utilise le Gyo pour voir la chaîne de son adversaire. Kurapika explique avoir matérialisé cette chaîne avec son naine, puis la rendre invisible grâce au in. Avec Uvo, nous comprenons que Kurapika matérialise cette chaîne sur lui en permanence afin que les gens croient qu'elle est vraie. En passant pour un utilisateur de la manipulation utilisant une chaîne, l'adversaire ignore qu'elle peut devenir invisible. En réalité, la chaîne entourait le corps d'Uvogin depuis un long moment. La capture d'Uvogin est réussie. Uvogin ne comprend toujours pas. La défense de Kurapika fait penser au renforcement, et pourtant il matérialise une chaîne. Il commence à penser que son adversaire maîtrise parfaitement deux catégories, mais Uvogin le sait, c'est impossible. Un utilisateur de naine peut maximiser à 100% uniquement la catégorie à laquelle il appartient. Le voyant perdu, Kurapika s'apprête à lui expliquer, avant d'en finir une bonne fois pour toutes. Kurapika dévoile ses yeux écarlates, ce qui débloque un souvenir à Uvogin. Il décrit le clan Kuruta comme un peuple caché. Le chef de la brigade fantôme les trouvait intéressants. Toujours selon Uvogin, ils étaient très forts. En réalisant que Kurapika est un survivant, Uvogin est davantage excité. Il décrit le combat comme la haine contre la force. Uvo met toute sa force pour briser la chaîne de Kurapika en vain. Kurapika poursuit son explication. Lorsque ses pupilles deviennent écarlates, son type de naine devient spécialisation. Avec cette dernière, il peut produire 100% de n'importe quelle catégorie de naine. Emperor Time, voici le véritable pouvoir de Kurapika. Papa, qu'est-ce que j'attendais ce moment avec impatience. Uvogin est en sueur. 1999. Le scénario est identique. Quand Uvogin est prisonnier, Charnalk regarde par la fenêtre comme s'il avait un pressentiment. Je ne sais pas s'il s'agit de l'adaptation ou d'une colorisation volontaire, mais Kurapika n'a qu'une pupille écarlate. J'avais pas capté sur le coup, mais en fait, c'est juste qu'il enlève
une de ses pupilles. Quand il dévoile son pouvoir, ce n'est pas illustré. Dans l'anime de 2011, faisons un bond dans le passé. Dans les épisodes précédents, on avait fait l'arc Tour Céleste et le début de l'arc Yorkshire City. C'est ainsi qu'on avait découvert l'entraînement de Kurapika, où il avait appris le nen avec Mizuken. Et bien voici la dernière pièce du puzzle qui nous manquait. Mizuken avait dit que c'était impossible de matérialiser une chaîne incassable. Kurapika était parti. Voici la suite. C'est impossible, mais il peut s'en approcher. Maintenant que Kurapika est intéressé, son maître peut commencer l'explication. La condition est le serment. La condition, c'est fixer une règle et promettre de s'y tenir. Plus elle est stricte, plus la puissance de la technique sera élevée. Il faut donc fixer une condition à la chaîne de Kurapika, une règle qu'il est capable de respecter. Cependant, c'est le contraire d'une force stable. Voici l'épée à double tranchant. S'il brise son serment, il risque de perdre son naine. Kurapika répond que son but est de retrouver les pupilles écarlates de son clan et d'arrêter la brigade fantôme. Alors qu'une vraie araignée apparaît à l'écran, il dit vouloir une chaîne dont ils pourront plus se libérer une fois prisonniers. Comme c'est seulement cette cible, la règle de Kurapika est donc de s'en servir uniquement dans ce but. Kurapika dit que ce n'est pas tout. Il fixe la condition, mourir s'il ne s'y tient pas. Mizuken est choqué car lorsque les yeux de Kurapika sont devenus rouge écarlate, son aura a augmenté. Il lui demande de refaire le test de l'eau pour revoir de quel type de naine il appartient. Vous voyez ce qu'on vient de voir à la toute fin? La version de 1999 commence ici. Et oui, que ce soit certaines parties de l'entraînement, la condition et le serment ou encore le choix de Kurapika, une grande partie était dans l'épisode 45 de l'ancienne adaptation. Vous savez pas de quoi je parle? Patientez quelques secondes. En parlant d'elle, son entraînement est davantage dévoilé. Kurapika coupe un arbre avec sa chaîne. Mizuken le regarde sans rien dire. Le soir même, Kurapika quitte son maître. Ce dernier lui répète une dernière fois de ne pas le faire. S'il y parvient, il aura juste un sentiment vide, en plus d'avoir les mains recouvertes de sang. Il ajoute qu'il n'est pas assez fort pour prendre ça sur la conscience. Vous l'aurez compris, il part de la vengeance. Kurapika part sans dire un mot. Attendez, retournons dans le passé, non seulement en 1999, mais aussi dans ce fameux épisode 45, soit 11 épisodes auparavant. Pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente, c'était l'épisode où Kurapika faisait la rencontre de Senritsu à l'intérieur d'un train. Je vous résume la partie flashback, que j'ai volontairement mis de côté pour pas passer la charrue avant les bœufs là comme on dit. D'un côté, vous allez admirer la comparaison d'une bonne partie sur le flashback. De l'autre, vous allez observer de nombreux ajouts. C'est parti. L'épisode commence avec une scène exceptionnelle. La volonté de Kurapika est puissante. Il matérialise une chaîne pour la première fois. D'abord par la main, puis la chaîne continue et entoure complètement le corps de Kurapika. Mizuken devine que Kurapika veut une vengeance et lui demande de renoncer car c'est superflu. Selon ce dernier, il est comme un papillon prisonnier d'une toile d'araignée. Kurapika essaie de matérialiser son envie. Brièvement, les chaînes apparaissent. La matérialisation n'est pas un pouvoir facile. Il permet d'accumuler l'aura en la stabilisant par la pensée. La matière est un tourbillon d'énergie électromagnétique. En se transformant en un corps en fusion, une existence statique se crée. Matérialiser une telle chose à partir de la pensée demande une concentration extrême. Ce que veut Kurapika est en métal, soit la chose la plus complexe. Il faut beaucoup de patience, mais Mizuken s'assure d'être aux côtés de Kurapika. Une transition montre Kurapika méditer sous une cascade. En s'entraînant à matérialiser des chaînes, son aura rouge monte et la lune devient un œil écarlate. Une toile d'araignée apparaît. Kurapika est choqué et ses yeux sont écarlates. Il est dans un décor infernal, tout est rouge dont l'eau dans laquelle il nage. Puis il commence à couler. Mizuken est réveillé, il aperçoit la lune rouge. Kurapika ouvre les yeux, mord son doigt, puis fait couler son sang. Toujours entouré de son aura, une longue chaîne sort de son doigt. Tout content, comme une petite chaîne apparaît sur sa boucle d'oreille. Il s'évanouit puis tombe dans l'eau du haut de la falaise. C'est ainsi qu'on aperçoit une très longue chaîne. Alors que les rayons du soleil transpercent la forêt, Mizuken sauve Kurapika de la noyade. Postérieurement, Kurapika rejoint Mizuken. Son maître dit que la vengeance n'existe pas chez les bouddhistes. Kurapika insiste sur le fait qu'il ne peut pas comprendre. Il poursuit en disant qu'il est impossible d'obtenir des chaînes incassables, mais qu'il existe un moyen de s'en approcher. En entendant ça, Kurapika l'appelle de nouveau maître. Bref, je vous passe l'explication qui n'est pas différente de la nouvelle adaptation. Cependant, la suite est unique. Main sur le cœur, il empoigne son organe central et l'emprisonne avec une chaîne. À la fin, une petite lame de naine le menace. Voici donc l'illustration du serment et du règlement de Kurapika. On y vient. Retournons dans le présent, dans l'anime de 2011. Kurapika fait une démonstration. Son bras est dans un état lamentable. Il l'entoure avec une chaîne contenant une croix. Ce qu'il appelle Holy Chain guérit complètement son bras. Renforcer la capacité de guérison et le rétablir complètement, voici l'une des capacités de Kurapika. Uvogin n'en revient pas. Kurapika explique qu'il n'a pas choisi au hasard Uvogin comme premier adversaire. Lorsqu'il affrontait la mafia et les bêtes de l'ombre, les autres membres de la brigade fantôme n'avaient pas la moindre intention de lui venir en aide. C'était la preuve qu'Uvogin aimait combattre seul et qu'ils avaient complètement confiance en lui. Et comme Kurapika souhaitait également du 1v1, Uvogin était le candidat idéal. Un utilisateur de naine type renforcement, une confiance absolue en son attaque et à sa défense, pour Kurapika, c'était la condition essentielle dans le choix d'une première cible. Le résultat de ce combat lui permettra de savoir si son Shenjail fonctionne sur tous les membres de l'araignée. Cette technique fait entrer l'adversaire dans un état de Zetsu forcé, puis le prive du moindre mouvement. C'est pour ça qu'Uvogin ne peut pas employer son aura. Il ne peut compter que sur ses muscles. Mais comme dit Kurapika, si le plus costaud de la brigade fantôme ne parvient pas à briser cette chaîne, aucun des autres membres ne pourra s'en libérer. Uvogin est méconnaissable et avoue que ce fameux
fameux Zetsu forcé est remarquable. L'aura est la source d'énergie du naine, et sans elle, il est incapable d'employer quelconque capacité. Uvogin ne peut nier l'évidence, Kurapika n'est pas bête. Voyons tout ça dans la précédente adaptation. On commence avec l'Holy-Chain de Kurapika, voici à quoi ressemble cette technique. Tout comme en 2011, il essaie de briser la chaîne, en vain. Dans l'animé de 2011, plus le temps de parler. Kurapika enfonce son poing dans le ventre d'Uvogin qui crache du sang. Le poing renforcé de Kurapika sur le corps sans protection d'Uvo démontre une force de frappe supérieure aux capacités d'encaissement de ce dernier. Avec ça, Kurapika est confiant pour détruire le reste de la brigade fantôme. En même temps qu'un second coup puissant, Kurapika oblige Uvogin à lui dire ce qu'il sait. Première question, où se cachent les compagnons d'Uvogin? Ce dernier est en sang et demande à Kurapika qu'il le tue. Kurapika frappe ailleurs en détruisant le bras de son adversaire. Seconde question, quelle est leur naine? De nouveau, Uvogin demande à être tué. Kurapika rafale de coups Uvo jusqu'à en être dégoûté. La sensation dans sa main, les bruits qui irritent ses oreilles, l'odeur du sang. Kurapika crie sur Uvogin et il n'arrive pas à comprendre comment il peut tuer aussi facilement, sans hésitation, sans rien ressentir, sans aucun regret. Uvogin est dans un sale état et vous savez ce qu'il va répéter: tue-moi. Kurapika lance une chaîne pile sur le cœur de son opposant, l'entourant et le menaçant pour de bon. Le corps d'Uvogin est sous le coup du jugement. Voici la dernière chance que lui offre Kurapika. S'il enfreint cette loi que Kurapika impose, la chaîne boira immédiatement son cœur. La chaîne du jugement, l'attaque emblématique de Kurapika. Que dis-je, une scène mythique d'Hunter x Hunter. Voici la loi de Kurapika, répondre à chaque question sans mentir. S'il respecte cette règle, alors il pourra vivre encore un peu. Encore une fois, où se cachent les compagnons d'Uvogin? Il rigole avant de dire: plutôt crever, imbécile. L'OST s'arrête complètement, Uvogin meurt instantanément. Son corps tombe à côté de Kurapika. Avant de voir la fin de cette scène, retournons en 99. Après 4 coups de poing et son fameux tue-moi, Kurapika est choqué de recevoir du sang sur son visage. Tout est plus rapide, mais le dialogue est inchangé. La scène finale est trop expéditive à mon goût, nous ne voyons à peine la chaîne autour du cœur, et la mort d'Uvogin est moins marquante car la mise en scène est plus simpliste. En 2011, Kurapika dit qu'il est resté trop longtemps dans cet état. Quelques secondes après son crime, il appelle Senritsu. Ils étaient inquiets car sans nouvelles de lui depuis un petit moment. Kurapika dit aller bien et demande la situation. Il apprend donc que Mademoiselle Néon dort et qu'il n'y a pas de soucis supplémentaires. Ensuite, Light Nostrad devrait finalement arriver dans la nuit au vu des conditions météo. Kurapika remercie Senritsu et regarde le corps sans vie d'Uvogin. Équipé d'une pelle, il enterre Uvo. La première étape de Kurapika est accomplie. Il part, toujours sous cette lune de sang. En 1999, Kurapika ne dit pas qu'il est resté trop longtemps dans cet état, mais prend cette position. Il ne passe pas d'appel et enterre directement Uvogin. La lune rouge saigne littéralement, Kurapika tourne les yeux vers le ciel. Voyons une dernière scène. Entouré de la brigade fantôme, Kulolo Lucifer parle de Kurapika. Voici son analyse. Avec l'information de la chaîne, il pense qu'il est de type manipulation ou matérialisation. Il ajoute que Uvogin peut bien se vanter de sa force, mais c'est face à ces deux types de naines qu'il a le plus de chances de perdre. Un utilisateur de matérialisation insuffle généralement une capacité particulière à son objet. Il est possible que cette dernière rende la force d'Uvogin inutile. Quant à la manipulation, Uvogin est vulnérable sous son emprise. Si Uvogin ne revient pas avant l'aube, la brigade fantôme changera ses plans. Dans la version 1999, Phaeton surveille toujours la chouette. Charnal qui est inquiet dans la version 2011, mais encore plus dans celle-ci. Concernant le discours du chef de la brigade fantôme, rien de spécial à relever. Et voilà ce qui signe la fin de cet épisode. Encore une fois, la vidéo la plus longue de ma chaîne, décidément. J'avais tellement hâte de comparer cette partie. J'espère que vous avez apprécié de redécouvrir l'arc York Shin City et de voir la comparaison entre les deux animés. Je vous fais pas de dessin, la suite s'annonce très lourde. En attendant, je vous prépare un projet sympathique concernant Hunter x Hunter. Je vous donne un indice. C'est plutôt la réponse, c'est vrai. Allez, je m'y colle, on va se laisser là-dessus. C'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire. Ciao.